Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème comment refuser la garde alternée des enfants avec un pervers narcissique. Je viens de traiter dans une première partie pourquoi refuser la garde alternée et maintenant donc on va parler de comment la refuser, d'accord? Donc je suis Sophie Soriaglo, coach certifié et juriste, 20 ans d'expérience, et j'aide donc les femmes à se défendre en justice et à monter, à construire de bons dossiers, en lien évidemment avec leur avocat. Je ne suis pas avocat, pour se défendre donc face à un manipulateur devant les tribunaux, qui ne sont pas formés à détecter effectivement donc ni les manipulateurs ni le harcèlement moral dans le couple. D'accord. Donc nous sommes le 9 juin 2020 et je vous invite donc maintenant à prendre des notes sur la méthode pour effectivement donc, refuser la garde alternée et comment s'y prendre pour la refuser devant un juge. Puisque effectivement tout à l'heure je vous ai montré pourquoi la refuser sur le plan psychologique et quels sont les inconvénients de la garde alternée dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder. Maintenant je vais vous montrer quels sont les arguments que vous pouvez effectivement donc mettre en place devant un juge pour effectivement donc arriver à obtenir une garde exclusive chez le parent donc protecteur, parent bienveillant en l'occurrence vous, et éviter donc que l'enfant soit une semaine sur deux chez le parent manipulateur, en l'occurrence le pervers narcissique. D'accord. Donc que je reprenne mes notes, excusez-moi un instant. Donc alors d'abord la garde alternée donc est autorisée par la loi, par l'article 373-2-9 du code civil. L'enfant peut avoir la résidence chez un des parents ou en alternance chez les deux. Une semaine l'un, une semaine l'autre. Alors les gardes alternées, des fois ça se fait 15 jours, enfin bon, en général c'est du vendredi soir au lundi soir de la semaine suivante, d'accord. Enfin au lundi matin, et vous récupérez vos enfants le lundi soir, donc à la sortie de l'école. Mais voilà, donc alors je reviens sur le fait que tout d'abord avec un pervers narcissique, donc la négociation n'existe pas. Il impose tout et tout de suite, donc l'intérêt de la mère victime est de passer devant le juge au plus tôt et de faire en premier la demande. On appelle ça une requête, avec un bon avocat sincère bien sûr et qui s'y connaît quand même un peu sur le sujet. Donc, alors quels sont les arguments du refus? Alors premièrement dès le début et deuxièmement en cours de route, donc pour sortir de la garde alternée quand on l'a déjà accepté au départ. Donc, et qu'on est en garde alternée et qu'on veut réduire donc les droits de visite et d'hébergement, dit DVH, du père en garde classique et passer à un week-end sur deux par exemple et la moitié des vacances. D'accord, ce qui sera déjà quand même moins toxique pour vos enfants et aussi pour vous, parce que comme j'ai déjà expliqué, donc la garde alternée, c'est le cheval de Troie du harcèlement moral, du pervers narcissique, donc sur sa victime qui est partie, mais à travers les enfants, donc il va vouloir maintenir l'emprise et après donc s'en être pris à vous et à vous seul, il va s'en prendre aux enfants puisqu'il les aura seuls et beaucoup de temps, donc à son domicile à lui, d'accord. Alors, donc je vous invite à bien réfléchir à vos arguments de refus, d'autant que pour la troisième ou quatrième fois, donc il y a en préparation une proposition de loi sur la garde alternée systématique, donc obligatoire, d'accord, qui aurait déjà dû être votée, mais dont le vote a été retardé par l'épidémie de Covid et le confinement. Alors je tiens aussi à signaler que j'ai pas fait de vidéo là depuis plus d'un mois, parce que pendant le confinement, j'ai eu un nombre incalculable donc, de demandes d'aide par rapport à des violences conjugales, certaines que j'ai traitées en bénévolat, parce que c'était des cas très graves, des femmes qui m'appellent en pleurant, qui sont sorties de chez elles, parce que monsieur donc les menace, etc., qui sont allés faire les courses et puis elles m'appellent, en se cachant et tout. Donc voilà, je vous demande vraiment de m'excuser de ne pas avoir fait d'autres vidéos, je ne pouvais pas être au four et au moulin, puisque je fais tout absolument toute seule. Et le bénévolat on ne peut pas en vivre, donc voilà. Alors, donc où j'en suis? Alors donc c'est en cherchant l'article de loi sur la garde alternée, parce que je voulais faire la vidéo avec l'article de loi précis, et vous avez une information donc précise, que je suis tombé donc tout à fait par hasard sur l'information comme quoi il y a une proposition de loi sur la garde alternée obligatoire qui est en train donc qui est dans les tuyaux, comment dire, qui est en train de se préparer. Et que donc je me suis dit qu'effectivement il fallait tout à fait qu'en tant que responsable d'association, donc je puisse m'élever avec fermeté contre ce projet de garde alternée obligatoire qui est effectivement très très grave dans le cadre des violences physiques et même et des violences psychologiques aussi. Bon.
Donc, alors il faut savoir que la garde alternée donc, est le cheval de bataille des lobbies de pères violents. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je le redis, parce que là vraiment je tiens à militer et à faire lanceur d'alerte, activiste, pour ne pas que ce projet passe, parce que c'est pas du tout normal qu'on fasse d'un côté donc, le Grenelle des violences conjugales, et puis d'un autre côté, après, hop, garde alternée systématique, je veux dire, main droite un truc, main gauche autre chose, donc, ou l'inverse d'ailleurs, c'est une question de... Voilà. Donc, la proposition de loi donc, sur la garde alternée systématique est soumise par divers députés régulièrement depuis 3 ou 4 ans, et malheureusement, il y a des députés qui sont sous la coupe de ces lobbies de pères manipulateurs et violents, et qu'à chaque fois, même s'il y a effectivement une levée de bouclier, des experts psychiatres, de plein d'associations, etc., qui disent on est contre, ils reviennent, donc avec effectivement tous les 3 ou 4 ans le projet devant l'Assemblée nationale, où finalement c'est pas voté, d'accord, puisque effectivement il y a un tollé de la part des experts psychiatres, des défenseurs des victimes de violences psychologiques et conjugales, puisque même le Conseil de l'Europe a admis, dans un récent rapport d'évaluation de la France sur la Convention d'Istanbul, que les enfants permettent de maintenir l'emprise sur la femme par le conjoint violent après la rupture, ou la séparation du couple, d'accord. Donc la garde alternée, le cheval de Troie du manipulateur pour rentrer donc, dans la vie de la victime, qui se sépare, par l'emprise sur les enfants. D'accord, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, mais je réexplique pourquoi. Donc je suis contre, et il ne faut pas le faire, parce qu'en plus ça fait perdre du temps à l'Assemblée nationale qui pourrait voter des choses plus importantes, et au Sénat aussi d'ailleurs. Plutôt que effectivement d'écouter des lobbies de manipulateurs qui veulent absolument que la garde alternée soit systématique et obligatoire, comme ça on n'a plus besoin de se casser la tête à faire en sorte de la refuser devant un juge. Donc alors je reprends mes notes, donc la garde alternée systématique a déjà été demandée en 2006, en 2014, en 2017 et en 2018. Donc là en 2020 on y revient, peut-être 2021, je ne sais pas encore. Donc je trouve que c'est un scandale et que donc on ne devrait même pas accepter que cette proposition de loi soit à l'agenda de l'Assemblée nationale. Voilà, personnellement ce que je pense, d'accord. Parce qu'il faudrait faire une réforme complète, parce que j'ai déjà demandé, donc le guichet unique, pénal, juge des enfants, juge aux affaires familiales, donc comme il faut en Espagne. Alors je parle même pas des féminicides parce que heureusement on n'en a pas eu. Parmi nos groupes de soutien à l'association, il y a pas mal de femmes, enfin à ma connaissance en tout cas. Qui ont eu après des choses comme ça, mais il y a effectivement des choses quand même très graves au niveau du harcèlement moral, des vies qui sont détruites, et si en plus on rajoute la garde alternée obligatoire par-dessus, voilà, donc c'est carrément la catastrophe. Donc la garde alternée effectivement obligatoire va pourrir la vie des femmes victimes de pervers narcissiques, plus encore que c'est le cas aujourd'hui, où la garde alternée est très à la mode auprès des juges, et elle est demandée par la plupart des manipulateurs et des pervers narcissiques, vu qu'ils se trouvent un avantage certain, aussi bien sur le plan financier, puisqu'ils ne paient pas la pension alimentaire, que sur la possibilité de harcèlement moral qu'elle offre, donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Alors, tandis que là, donc ici, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir refuser la garde alternée, et je vous donne les arguments. D'accord, alors premier argument, donc il ne faut pas dire à la justice que la garde alternée est toxique en soi pour l'enfant, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Bien sûr, on est d'accord là-dessus, voilà. Donc la garde alternée est communément admise, elle est très à la mode, donc ce n'est pas sur ce terrain que la victime doit lutter. D'accord, donc commencez pas à dire oui la garde alternée c'est mauvais, type d'attachement, machin. Je pense qu'effectivement ça passera pas, ça sert à rien, il faut casser la tête avec ça. Bon. Sauf effectivement dans le cas d'enfants tout petits, mais bon, actuellement avant 3 ans, ils ne proposent pas de le faire. Donc. Alors, deuxième argument, donc il ne faut pas non plus parler de conflit entre les parents, qui empêche la mise en place de la garde alternée, ou résidence alternée on dit aussi. Car la justice va vous reprocher de ne pas vous réconcilier avec votre ex, voire d'alimenter le conflit, pour couper donc le pauvre père de ses enfants chéris qu'il aime tant, et pour qui il est infirmerie et formidable, et non pas un pervers toxique et manipulateur, infect, qui ne pense qu'à lui, pour faire souffrir les autres, à son avantage et à son bénéfice. D'accord ? Donc on ne parle pas de conflit, puisque c'est ça le principal reproche. La femme n'est pas capable d'échapper au conflit créé par le père, et au contraire elle alimente, entre guillemets, le conflit selon le jargon fumeux qui est à la mode dans les tribunaux à l'heure actuelle. Alors que faut-il faire? Puisque donc là il y a les 2 premiers conseils, donc ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant on va passer à ce qu'il faut faire.
Donc, troisième argument, donc il faut prouver, d'accord, que le père formidable use et abuse du harcèlement moral sur la mère et les enfants, et que quand il les aura en garde alternée, ça ne sera pas seulement pire, mais en plus, on ne pourra pas lui échapper parce que le harcèlement moral, c'est sa façon d'être en relation avec les autres. Il ne peut pas faire autrement, c'est sa nature. Le harcèlement moral, c'est sa façon de fonctionner dans la vie. D'accord, donc effectivement, il faut prouver qu'il a fait du harcèlement moral sur d'autres personnes, voilà, qu'il y a tout un passif qui dure depuis des années sur le harcèlement moral, donc sur la mère victime, éventuellement donc sur les enfants, d'accord. Sachez qu'il y a effectivement un délit qui réprime le harcèlement moral dans le couple, mais aussi sur personnes vulnérables, donc mineurs de moins de 15 ans. Donc, alors la femme doit effectivement prouver qu'elle est saine, parce qu'en plus il vous accuse d'être bipolaire, etc. Si vous refusez de vous soumettre à son emprise. D'accord, elle est saine, elle se défend, elle n'alimente pas le pseudo-conflit, d'accord, elle se contente de répondre parfois à un harceleur qui lui fait des reproches sans cesse, qui essaie de la mettre en tort et en défaut, et le harcèlement moral, on ne peut pas y échapper parce que même dans les entreprises, les victimes de harceleurs se suicident ou tombent en burn-out, voire en dépression. Donc vous ne portez pas plainte pour harcèlement moral, ça ne sert à rien, vu que, donc, selon mes calculs, j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, 89% des plaintes pour harcèlement moral donc, dans le couple sont classées sans suite, mais vous pouvez toujours aller déposer des mains courantes. Bon, vous pouvez essayer de porter plainte pour harcèlement moral dans le couple. Moi, j'ai des clientes à qui je conseille de le faire, mais il faut vraiment avoir un très bon dossier. D'accord. Donc, voilà comment il faut faire pour avoir la preuve devant le juge aux affaires familiales, que monsieur est un harceleur qui se sert des enfants pour pratiquer le harcèlement moral sur vous et sur eux. Donc, j'invite à aller regarder une des premières vidéos que j'ai faites sur comment prouver le harcèlement moral. Parce qu'il ne faut pas être défaitiste non plus. Quand je dis ne portez pas plainte pour harcèlement moral parce que c'est classé sans suite, ça ne veut pas dire que c'est interdit d'essayer. D'accord, ça dépend du dossier qu'on a. Il y a des preuves qu'on arrive à rassembler, des témoignages, des certificats médicaux, etc. D'accord, je vais les expliquer. Alors, il faut garder la liste, d'accord, des reproches et des accusations perpétuelles que monsieur vous fait subir depuis la séparation et qu'en général, il vous envoie par mail répétitif ou par SMS, donc vous en avez la preuve. D'accord, donc là, si vous avez suffisamment de preuves, oui, allez-y, portez plainte pour harcèlement moral. D'accord. Vous allez au commissariat ou à la gendarmerie et vous déposez plainte ou alors vous faites des mains courantes, donc en montrant les mails et les SMS à la police ou aux gendarmes et en faisant la main courante où la police doit mettre qu'on a vu les mails de preuve. D'accord. Pour la plainte, pareil. Alors j'explique quand même, les mains courantes, donc ça n'a pas d'autre but en fait que d'acter les faits. D'accord, il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien. D'ailleurs, de toute façon, dans les plaintes, souvent, il n'y a pas d'enquête non plus. Donc, voilà, je ne dis pas ne portez pas plainte et faites des mains courantes. Je dis simplement, il faut évaluer, d'accord. Il faut garder des traces absolument de tout. Voilà, c'est ça le principal conseil, d'accord. Donc, vous pouvez aussi enregistrer au téléphone, si ce sont des menaces verbales, du chantage et des reproches sans fin, au cas où monsieur appelle, donc, et n'envoie pas des mails, pour ne pas avoir de preuves. Alors attention, donc les enregistrements, on ne les donne pas au juge des affaires familiales, mais on peut les donner à la police, ça sert de preuve, notamment les menaces de mort. Alors première étape, donc vous démontrez le harcèlement moral et vous indiquez par vos conclusions d'avocat que madame subit un harcèlement sans arrêt, monsieur passe son temps à lui reprocher ceci et à l'accuser de cela, et là donc vous déroulez la liste des accusations qui sont du harcèlement et qui n'est pas la liste de tous vos défauts, ni celle de tous les torts que vous avez soi-disant, d'accord, parce qu'il va y avoir effectivement tous les reproches, voilà. Donc parfois on peut avoir peur, je n'ai pas montré ça parce que le juge va le croire. Mais évidemment, si vous montrez effectivement tous les reproches et les accusations, et il faut bien montrer à chaque fois que c'est pas vrai, d'accord. Voilà. Alors donc la femme prend les devants et explique donc le harcèlement que monsieur fait sur elle, mais aussi sur les enfants. Si par exemple monsieur ne rend pas les vêtements après les week-ends, ne donne pas les médicaments aux enfants pendant ses jours de garde, les traite comme des moins que rien en leur disant du mal de vous pour casser la relation entre vous et vos enfants, etc. etc. d'accord. Donc il y a les deux cas, soit effectivement vous êtes déjà en garde alternée, vous voulez en sortir, donc pour montrer que la garde alternée se passe mal, d'accord, que monsieur n'est pas capable effectivement d'assumer ses responsabilités, soit vous êtes en séparation et vous voulez refuser une garde alternée devant le juge, et là effectivement il faut montrer les antécédents, d'accord, faire tout l'historique de la relation, et expliquer qu'effectivement donc c'est un harceleur et que voilà, il n'est pas en mesure, disons, comme on dit, apaiser le conflit, pour reprendre les termes à la mode dans les tribunaux aux affaires familiales à l'heure actuelle. Alors, ensuite, on arrive au harcèlement moral sur les enfants. Là, ça relève de l'article du code pénal. Harcèlement sur personnes vulnérables.
mineur de moins de 15 ans. D'accord, il faut que je recherche, je vous mettrai en, comment dirais-je, sous la vidéo, parce que j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo le numéro de l'article, mais je vais vous le donner tout à l'heure. Hein, vous l'aurez sous la vidéo après. Alors donc là aussi c'est pareil, vous faites la liste des actes et des comportements du cher papa chéri et vous déposez plainte si vous avez des preuves. Hein. Sur les enfants, le harcèlement moral c'est quand même souvent plus reconnu, d'accord, que sur la femme, parce que l'enfant il ne peut pas créer de conflit ou quoi que ce soit, l'enfant il est juste victime, d'accord. Voilà, alors sans preuve, vous ne déposez pas plainte, ça sera classé, ça se retournera contre vous, hein, puisque monsieur peut après déposer plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse, hein, si la plainte est classée, donc faire quand même très attention. D'ailleurs, si c'est classé, on peut faire appel du classement, hein, c'est marqué en général, hein, donc si la plainte n'est pas traitée, il faut effectivement donc relancer le commissariat, écrire au procureur, etc. Hein, mais si la plainte est classée, vous allez recevoir un papier de classement, et avec les coordonnées à qui il faut écrire donc au procureur général pour faire appel du classement. N'hésitez pas à le faire, hein, parce qu'il ne faut pas se laisser décourager, malgré tout le dysfonctionnement actuel de la justice, d'accord. Donc alors, sans preuve, effectivement, il vaut mieux ne pas déposer plainte. Hein, mais vous pouvez prendre des témoins qui vont recueillir la parole de l'enfant et vous faire des attestations pour le JAF, d'accord, le juge aux affaires familiales. Hein. Donc par exemple, quand vous récupérez vos enfants, ils vont pas bien, etc. Donc vous pouvez, comment dirais-je, faire venir des amis à vous, des personnes de votre entourage, hein, pour donc effectivement qu'on puisse constater hein, dans quel état se trouve l'enfant au retour de chez son père. Vous demandez aussi bien entendu donc, le suivi psychologique de l'enfant. Si monsieur refuse, eh ben, c'est que c'est pas un gentil papa, d'accord, c'est pas un bon père, parce que qui peut refuser un suivi psychologique d'un enfant, vous comprenez, d'accord, voilà. Et et que l'enfant aussi donc, puisse être entendu par le commissariat, c'est difficile, hein, mais que l'enfant puisse être au moins entendu par un psychologue qui peut faire effectivement donc, un rapport. Hein, l'enfant m'a dit ci, l'enfant m'a dit ça. Si le psychologue refuse, il y en a plein qui sont morts de peur, hein, donc ils ne le feront pas. Mais vous pouvez faire recueillir la parole de l'enfant par votre entourage. Évitez la famille, hein, quand même. Bon. Alors, il faut ensuite montrer aussi au juge d'affaires familiales que le père n'est pas compétent. Il n'a pas les capacités parentales. Par exemple, il travaille beaucoup, il n'est pas disponible, il est méchant avec les enfants, il leur parle mal, etc. Bien entendu, tout doit être vrai, j'insiste là-dessus. Il doit faire l'objet d'attestation sur formulaire CERFA, d'attestation de témoin. Donc vous allez chercher sur internet, hein, attestation de témoin CERFA, vous allez trouver le formulaire officiel. Et donc il faut démasquer le manipulateur, et comme on dit chez moi à Toulouse, dont je viens, hein, c'est lui tailler un short, voilà. Hein, donc vous lui taillez un short avec effectivement des arguments vrais, des attestations, des témoignages, on fait du droit, hein, on n'est pas là pour faire que de la psychologie, voilà, d'accord. Alors, sixièmement, donc je déconseille l'enquête sociale et l'expertise psychologique, hein, bien que souvent les victimes en fait croient que ça va les sauver. Malheureusement, donc, regardez mes autres vidéos, hein, ces soi-disant experts n'y connaissent pas grand-chose pour la plupart, en violence intrafamiliale, ou alors ils veulent faire se réconcilier tout le monde, ou alors ils racontent n'importe quoi. Hein, donc évidemment, quand il y a un conflit, on peut faire une médiation, une réconciliation, mais en revanche, donc, quand il y a de la violence, voilà, il n'y a pas de réconciliation possible. Donc vous ne demandez pas vous-même l'enquête sociale et l'expertise psychologique au juge, ça serait vous tirer une balle dans le pied. Ces gens ne reconnaissent pas les pervers narcissiques, au contraire, ils leur tombent dans les bras et les trouvent merveilleux et charmants. Alors, ils ne savent pas distinguer donc, la vérité du mensonge, et donc le pervers narcissique s'en donne à cœur joie avec les soi-disant experts des tribunaux. Voilà. Donc même le Conseil de l'Europe a déclaré hein, que les experts psy issus des tribunaux, pardon, que les experts psychologues des tribunaux doivent être formés à détecter les traumatismes sur les enfants. Je vais me servir un petit peu d'eau encore. Fatigant de faire des vidéos. C'est mieux les conférences, hein, mais là franchement on n'a plus de groupe, donc je suis obligé d'être tout seul chez moi avec ma petite caméra, j'ai horreur de ça. Donc même le Conseil de l'Europe, d'accord, a déclaré dans le fameux rapport d'évaluation hein, du mois de novembre 2019 que les experts psychologues des tribunaux doivent être formés à détecter les traumatismes sur les enfants. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, que les tribunaux de la France ne sont pas à l'auteur sur le sujet. Alors, si c'est monsieur le pervers narcissique qui demande l'enquête sociale ou l'expertise psychologique, surtout, hein, j'insiste là-dessus, regardez bien nos vidéos sur ce sujet et suivez tous les conseils. Tout doit être fait par écrit. Hein, parce que derrière votre dos, l'expert après peut faire absolument raconter absolument n'importe quoi, et c'est trop tard, l'enquête elle est écrite, l'expertise elle est écrite, hein, et après c'est pas du tout facile de remonter la pente.
Alors, je rappelle à tous les abonnés que je ne coache pas gratuitement, je ne vis pas donc des subventions, je ne suis pas la salariée de Victor, et j'ai ma boîte, donc le nouveau coaching éthique, d'accord? Alors, et je fais d'ailleurs des tarifs en fonction des revenus pour les victimes qui sont ruinées, qui ne peuvent pas payer, d'accord? Voilà. Donc, l'argent est un symbole, ce n'est pas le but de ma vie, mais j'ai besoin de payer mes courses et mon loyer, tout comme vous, mesdames les victimes. Voilà, si je voulais être riche, je coacherais les pervers narcissiques pour les aider à détruire les enfants et les femmes, mais je refuse de le faire, donc ayez pitié de moi et payez vos séances, mesdames. Ne croyez pas, malheureusement, que je dois vous aider parce que vous souffrez. Voilà, moi aussi je souffre, tout le monde souffre, on a tous nos problèmes dans la vie, voilà, et si je ne croyais pas à la souffrance des victimes, je ne serais pas en train de faire ce que je fais, voilà. Donc, si j'avais des subventions de l'État, je ne pourrais pas critiquer le système, mais je vais être libre. Et Victa, c'est fait pour ça, pour obtenir des réformes vraies et justes. Donc, pour changer le système et pas pour profiter du système. Donc, quand on a des subventions, on profite du système quand même. Voilà, donc je peux offrir 1 heure ou 2 de coaching gratuit pour les cas très graves, comme je l'ai fait pendant le confinement, mais je ne peux pas faire plus, il n'y a que 24 heures dans la journée. Alors, pour conclure sur la garde alternée, d'accord, avec un pervers narcissique, c'est donc à refuser absolument, mais si les parents s'entendent, ça peut être tout à fait sympa, d'accord, si ça se passe bien, que c'est pas un pervers narcissique qui vous a fait, je veux dire, une vie de cauchemar pendant la relation. Bien sûr, la garde alternée, ça peut être sympa, d'accord, parce que ça se fait en bonne entente, etc. Il y a des gens qui se séparent en très bons termes. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, voilà. Donc, à partir de l'adolescence, par exemple, ça peut être sympa d'avoir votre fils qui est dans les 15 ans, qui a besoin d'un modèle paternel, masculin, etc. D'accord, que la garde alternée, ça peut fonctionner. Mais avec un pervers narcissique, franchement, c'est absolument à éviter. Voilà. Donc, ah oui, j'allais dire aussi, un dernier argument que j'ai failli oublier, c'est qu'effectivement, vous allez faire des attestations pour la justice, comme quoi vous êtes une bonne mère, que vous occupez bien de vos enfants, que vous êtes disponible, à l'écoute, et que vous êtes disponible, d'accord, même si vous travaillez, vous avez une bonne organisation, et il faut aussi mettre des photos de vous et de vos enfants, d'accord, comme on dit, une image vaut 1000 mots, voilà, donc soyez courageuse, et si c'est refusé la garde alternée, je vous conseille vraiment de vous dépêcher, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on va arriver à empêcher ce projet, au niveau donc de la garde alternée obligatoire, mais je répète encore une fois, que vraiment il ne faut pas faire cette loi, et que cette loi sera mauvaise et fera souffrir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants pour rien, voilà, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir entendu.